Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans cette séance, nous allons étudier la reproduction chez les plantes. Donc, on commence par l'observation des images. Donc, regardez bien ces images. Donc, d'après l'observation, on remarque la présence de deux types de plantes. Les plantes à fleurs sont des plantes qui forment des fleurs, comme par exemple ici le pois. C'est une plante à fleurs et les fleurs donnent des fruits qui contiennent, comme vous voyez ici, les graines. Et il y a aussi des plantes sans fleurs, sont des plantes qui ne forment pas de fleurs, comme par exemple, comme vous voyez ici, le polypode. C'est un végétal sans fleurs ni graines. Donc, ces deux types de plantes se multiplient par une reproduction sexuée pour donner un nouvel individu. Donc, lorsque on parle d'une reproduction sexuée, c'est un mode de reproduction des êtres vivants en général, faisant intervenir des organes reproducteurs mâles et femelles. Mais chez les plantes, on trouve d'autres modes de multiplication. C'est la multiplication végétative qui consiste à reproduire une plante à partir d'un organe de l'appareil végétatif, sans l'intervention des gamètes mâles ni femelles. Dans ce cas, on parle de la reproduction asexuée. Par exemple, vous voyez ici la reproduction asexuée par bulbe, ici par tubercule ou par la tige chez le fraisier. Donc, l'introduction. Comme les animaux, les plantes sont des êtres vivants qui se multiplient par une reproduction sexuée pour donner un nouvel individu à partir d'une cellule œuf. Donc, les plantes peuvent aussi se multiplier au moyen d'une reproduction dite asexuée ou multiplication végétative. Donc, on a ici des questions. Comment les plantes à fleurs produisent-ils des graines? La deuxième question, comment se produisent sexuellement les plantes sans fleurs? La troisième question, comment se multiplient les végétaux asexuellement? Donc, on va répondre à ces questions pendant les paragraphes du chapitre. Le premier paragraphe, la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs. Donc, dans cette séance, on étudie seulement la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs et les séances prochaines, Inch'Allah, on va étudier la reproduction sexuée chez les plantes sans fleurs et la reproduction asexuée chez les plantes. Donc, petit 1, la fleur est un organe de reproduction. Donc, c'est-à-dire que la fleur comporte les organes mâles et femelles. C'est pourquoi on va découvrir les différentes parties de la fleur d'après l'activité 1. Donc, vous voyez ici le document. Donc, le document représente les constituants de la fleur. Donc, de l'extérieur vers l'intérieur, la fleur est constituée des éléments suivants. Donc, on commence par pédoncule. Regardez ici, donc constituer un support pour la fleur. On trouve ici sépales. Regardez ici, sépales. Donc, sont généralement vertes, comme vous voyez, et protègent la fleur. On trouve aussi les pétales, sont de couleur et d'odeur variées selon les espèces. On trouve les étamines, regardez ici les étamines. Donc les étamines représentent les éléments mâles d'une fleur et chaque étamine est formée d'une anthère, regardez ici l'anthère, et d'un filet, regardez le filet, et l'anthère contient des éléments reproducteurs mâles appelés grains de pollen. Donc, on trouve ici
au niveau du long-terre, les grains de pollen. Chacun contient un gamète mâle. Et on trouve ici, au milieu de la fleur, pistil, le pistil. Donc, c'est l'élément femelle qui est formé d'un stigmate, d'un style et d'un ovaire. Donc, au niveau de l'ovaire, on trouve les ovules. Nous passons maintenant aux questions. Donc, la première question, faites la dissection d'une fleur et collez ses différentes parties sur une fiche cartonnée légendée. Donc, vous avez déjà fait la dissection d'une fleur dans la classe. Donc, on passe à la question 2. Citez les différentes parties de la fleur. Donc, comme je l'ai déjà dit, les différentes parties de la fleur sont d'abord le pédoncule, sépale, pétale, les étamines et le pistil. Donc, la réponse, le pédoncule, les sépales, les pétales, le pistil et les étamines. 3. Quel est l'organe mâle de la fleur? Bien sûr, l'organe mâle, c'est l'étamine. 4. Quel est l'organe femelle de la fleur? C'est le pistil. 5. De quoi est-il formé? Donc, le pistil est formé du stigmate, du style et de l'ovaire. Donc, le pistil est formé du stigmate, du style et de l'ovaire. Donc, maintenant, on passe bilan d'activité 1. Donc, les éléments reproducteurs sont regroupés dans la fleur. Il y a le pistil, c'est la partie femelle de la fleur. Elle est composée d'un stigmate, comme vous voyez ici, stigmate, d'un style, sorte de tige supportant le stigmate, un ovaire où on trouve les ovules. Donc, vous voyez ici le pistil. L'étamine, donc c'est la partie mâle de la fleur. Elle est composée de l'anther qui produit le pollen. Le filet, sorte de tige supportant l'anther, comme vous voyez ici au document. Donc, il y a aussi des feuilles vertes ou sépales et des feuilles colorées où le pétale protège les organes reproducteurs de la feuille. Il remarque, la fleur bisexuée possède à la fois la partie mâle, l'étamine, et la partie femelle, pistil. Et il y a aussi, on trouve la fleur unisexuée, c'est-à-dire la fleur qui possède soit la partie mâle, c'est-à-dire l'étamine, ou la partie femelle, pistil. Donc, maintenant, on passe les types de pollinisation. Donc, maintenant, on va étudier un phénomène très important pour les plantes, c'est la pollinisation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la pollinisation? Donc, la pollinisation, c'est le transfert des grains du pollen de l'anther au stigmate. Donc, lorsqu'on parle des grains du pollen, c'est-à-dire les éléments reproducteurs mâles de la femelle. Donc, la pollinisation, c'est dépôt de pollen sur le stigmate d'une fleur. Donc, on distingue deux types de pollinisation. Donc, B, on va étudier maintenant les types de pollinisation. Donc, il y a le premier type, c'est la pollinisation directe ou bien pollinisation, on dit directe ou bien autopollinisation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la pollinisation directe? Regardez ici. Donc, vous voyez ici une fleur comporte pistil et l'anther. Donc, au niveau de l'anther, on trouve les grains de pollen comme vous voyez ici. Donc, on parle de la pollinisation directe, c'est lorsque les grains de pollen passent de l'anther vers le pistil au niveau d'une même fleur, comme vous voyez ici, au niveau d'une même fleur. Et on parle de la pollinisation indirecte ou bien croisée, c'est le deuxième type, regardez ici. Lorsque les grains de pollen passent de l'anther d'une fleur vers le pistil d'une autre fleur, comme vous voyez ici.
Donc, vous voyez que les grains de pollen passent de l'antère d'une fleur vers le pistil. Regardez le pistil d'une autre fleur. Donc, regardez ici la définition. Qu'est-ce que ça veut dire la pollinisation directe ou autopollinisation? Elle correspond à la chute des grains de pollen d'une fleur sur son pistil, c'est-à-dire au niveau d'une même fleur. Et la pollinisation croisée, ou bien on dit la pollinisation indirecte, c'est le transfert des grains de pollen d'une fleur à une autre fleur de la même espèce. Donc, dans ce cas, ou bien pour la pollinisation croisée, elle effectue généralement par les insectes ou par le vent, ou bien parfois par l'eau. Donc, ce sont les agents de la pollinisation. Donc, regardez ici. Donc, les agents de pollinisation peuvent être les insectes, le vent ou bien l'eau. Ce sont les agents qui transportent ou bien qui favorisent le transfert des grains de pollen de l'antère vers le pistil. Donc, maintenant, on passe à 3. La transformation de la fleur en fruit nécessite la pollinisation. Donc, A, l'expérience de pollinisation. Donc, activité 1. Donc, comme vous voyez ici, on a ici une expérience. Donc, on va étudier et analyser ces expériences pour comprendre le rôle des grains de pollen dans la transformation de la fleur en fruit. Donc, on a ici 3 fleurs. On commence par la première fleur. Donc, quand vous voyez ici que la fleur contient du pistil et aussi les étamines. Donc, le résultat, on a le pistil se transforme en fruit. Celui-ci contient des graines, c'est-à-dire que le pistil transforme en fruit. Dans le fruit, on trouve des graines. Dans la deuxième fleur, comme vous voyez ici, on a suppression des étamines. Donc, suppression, c'est-à-dire l'élimination, c'est-à-dire on coupe les étamines. Le pistil entouré de gaz. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la gaz? C'est un tissu lâche et très léger. Donc, la gaz laisse passer l'air, mais pas les grains de pollen. Donc, quand vous voyez ici, regardez la gaz autour de pistil. Donc, on dit qu'il y a l'élimination des étamines. Donc, le résultat que le pistil ne se transforme pas en fruit. Donc, la fleur meurt. Donc, il n'y a pas ici la transformation de la fleur en fruit. Dans l'expérience ou bien la fleur 3, donc on a aussi suppression des étamines, c'est-à-dire l'élimination des étamines. Le pistil entouré de gaz aussi, regardez ici la gaz. Mais on a ici dépôt de pollen sur le pistil, c'est-à-dire on dépose du pollen d'une autre fleur de même espèce sur le pistil avant de mettre bien sûr la gaz. Donc le résultat, le pistil se transforme en fruit, celui-ci contient des gaz. Donc dans ce cas aussi, on a le pistil se transforme en fruit. Donc, maintenant, on passe à la question que peut-on déduire de cette expérience? Bien sûr, on déduit que le pistil se transforme en fruit s'il y a dépôt de pollen sur le stigmate. C'est-à-dire que la transformation d'un fruit nécessite la présence des étamines qui contiennent des grains de pollen et aussi du pistil. Donc, regardez ici la réponse. Donc, on déduit que la formation d'un fruit nécessite la présence des étamines et du pistil. Et le pistil se transforme en fruit s'il y a dépôt de pollen sur le stigmate. Donc, maintenant, B, de la fleur au fruit. C'est-à-dire comment la fleur se transforme en fruit. On va voir comment la fleur se transforme en fruit.
Donc, on a ici l'activité 2. Donc, on a des documents comme vous voyez ici. Donc, on a la formation de tubes polliniques. On va voir qu'est-ce que ça veut dire tube pollinique. La rencontre des cellules reproductrices. Donc, les cellules reproductrices, ce sont la cellule reproductrice mâle et il y a aussi la cellule reproductrice femelle. Et on a coupe longitudinale du pistil. Donc, comme vous voyez ici, on commence par ce document. Donc, on a ici stigmate, style et on a l'ovaire. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici? Donc, le grain de pollen se dépose, comme vous voyez, sur le stigmate. Donc, il germe, il émet un tube, dit tube pollinique. Comme vous voyez ici, tube pollinique. Donc, vous voyez ici la germination du grain de pollen. Donc, ce tube pollinique croît et s'enfonce dans le pistil, comme vous voyez ici. Et c'est à travers ce tube pollinique que va passer le gamète mâle ou bien cellule reproductrice mâle pour rejoindre le gamète femelle. Donc, on a ici le gamète femelle ou bien l'ovule. Donc, si dans ce cas, on parle de la fécondation. Et le résultat de la fécondation, c'est la formation de la cellule œuf qui se développe pour donner bien sûr la graine et par la suite la fleur se transforme en fruit. Donc vous voyez ici la germination ou bien la formation de tubes polliniques qui s'enfoncent dans, comme je l'ai déjà dit, dans le pistil. Donc maintenant, on regarde ici. Donc, après la fécondation, c'est-à-dire la rencontre des gamètes femelles et mâles, on dit qu'il y a la formation de la cellule œuf. Donc, après la fécondation, on voit ici que l'ovule se transforme en graine, comme vous voyez ici, et l'ovaire ou bien le pistil se transforme en fruit. Donc, on passe maintenant aux questions. Donc, la première question, que se passe-t-il quand le grain de pollen se dépose sur le sommet du pistil? Donc, comme vous voyez ici, quand le grain de pollen se dépose sur le stigmate, donc il y a la formation, comme vous voyez ici, du tube pollinique qui s'enfonce dans le pistil. Donc, la réponse... Bien sûr, il y a la formation de tubes polliniques qui s'enfoncent dans le pistil. 2. Quel est le rôle du tube pollinique? Donc, ce tube pollinique, comme vous voyez ici, conduit, regardez ici, conduit la cellule reproductrice mâle vers la cellule reproductrice femelle. Donc, la réponse... Ce tube conduit la cellule reproductrice mâle vers la cellule reproductrice femelle. 3. Identifier le phénomène qui se déroule dans l'ovaire, que sera son résultat. Donc, le phénomène, c'est la rencontre entre les deux cellules reproductrices. Donc, bien sûr, c'est la fécondation qui aboutit à la formation de la cellule œuf. Donc, la réponse... c'est le phénomène de la fécondation qui aboutit à la formation d'un œuf ou bien d'une cellule œuf. Que devient le pistil? Donc, regardez ici le pistil. Le pistil, que devient le pistil après la fécondation? Donc, le pistil devient un fruit, comme vous voyez ici. 5. Que devient les ovules? Donc, regardez le document, que devient les ovules ou bien l'ovule qui se trouve ici dans l'ovaire. Donc, après la fécondation, on voit que l'ovule devient une graine, comme vous voyez ici. Donc, en général, les ovules deviennent des graines. Donc, maintenant, on passe à 4. Le cycle de développement des plantes à fleurs. Donc, on dit le cycle de développement ou bien le cycle de vie. Donc, c'est la période du temps
pendant laquelle se déroule la vie complète d'une plante. Donc toujours le cycle de développement ou bien le cycle de vie commence par une fleur et se termine bien sûr par un nouvel individu. Donc on a ici l'activité 3. Donc, il y a ici un texte qui résume le cycle de vie d'une plante à fleurs. Donc, la fleur se transforme en fruit. Donc, vous avez déjà vu que après, bien sûr, la pollinisation et la fécondation, la fleur se transforme en fruit. Quand le fruit devient mûr, il libère des graines. Chaque graine renferme des substances nutritives et un embryon. Donc, chaque graine contient des substances ou bien nutritives, c'est-à-dire comme par exemple les glucides, les protéines, les lipides et les vitamines, et un embryon. Donc, l'embryon, c'est l'origine d'un nouvel individu. Ces embryons restent en vie ralentie jusqu'à la germination de la graine, c'est-à-dire le début de développement d'une nouvelle plante. Elle entame alors son développement et sa croissance, formant un nouvel individu. Donc, vous voyez ici un exemple de cycle de développement du citronnier. Donc, on dit que le cycle de développement commence par une fleur. Donc, on commence par ici, regardez ici. Donc, on a une fleur. Donc, au niveau de la fleur, on trouve bien sûr les organes mâles et femelles. Donc, après la pollinisation et la fécondation, donc, il y a la formation ou bien la fleur se transforme en fruit, donc développement de fleur. On a ici la formation des graines dans le fruit. Donc, regardez ici les graines. Après la germination des graines, chaque graine devient une plante. Donc, après croissance, vous voyez ici, une plante porte des fleurs. Donc, on a ici deux questions. La première question, décrire le cycle de développement du citronnier. 2, en se basant sur le document ci-dessus, compléter le cycle de développement du citronnier. Donc, le cycle de développement des citronniers. Donc, regardez ici la réponse. Donc, le citronnier produit des fleurs qui forment et libèrent des graines. Dans le sol, les graines se développent pour donner un nouvel arbre de citronnier. 2. En se basant sur le document ci-dessus, compléter le cycle de développement. Regardez ici la correction. Donc, on dit bien sûr plante porte des fleurs. Donc, au niveau de la fleur, on a les étamines et le pistil, pollinisation, fécondation. Donc, après la fécondation, il y a la fleur se transforme en fruit. Le fruit contient des graines. Donc, la germination des graines donne... on a ici la germination des graines, donc les graines deviennent une plante. On a ici la croissance, donc la croissance donne plante, porte des fleurs. Donc j'espère que vous avez compris la première partie du chapitre. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, au revoir.